en tout cas, l'immunothérapie peut probablement apporter des choses. On sait, bon, il y a eu beaucoup de traitements qui ont été essayés. Il y a eu beaucoup d'innovations depuis un an, avec des résultats qui ont été assez décevants, puisqu'on a peu d'efficacité dans notre arsenal thérapeutique. On s'est quand même considérablement amélioré entre la première et la deuxième puis troisième vague dans la prise en charge des patients. Et je pense que vous avez tous entendu, il y a 1 ou 2 semaines en conférence de presse, le ministre de la Santé a parlé de 2 pistes intéressantes que sont les anticorps monoclonaux et l'interféron dans le traitement du Covid. Donc, on voulait faire un point sur les différentes études et l'apport de ces traitements dans la prise en charge actuelle de nos patients. Alors, bon, comme vous le savez tous, l'histoire naturelle du Covid, c'est quand même dans 95% des cas des patients qui vont présenter des formes faibles à modérées. Dans moins de 5% des cas, des patients qui vont évoluer vers des formes sévères à critiques avec un syndrome de détresse respiratoire et un taux de mortalité actuellement en France autour de 0,5%. Donc, cette description des stades de Covid devient un grand classique avec, on sait que la maladie va évoluer au moins en 2 à 3 phases. Une première phase virale où les patients vont présenter un tableau classique de virose avec fièvre, diarrhée, des douleurs assez peu spécifiques. Et puis, une phase pulmonaire où les patients vont commencer à présenter une détresse respiratoire et qui va évoluer ou pas vers une phase inflammatoire et qui va être à l'origine des cas hyper graves qui sont actuellement hospitalisés. Et l'idée, depuis le début de la prise en charge de ces patients, c'est d'avoir un traitement adapté à chacune de ces phases, avec d'abord, en première phase, un traitement précoce plutôt qui va être antiviral et qui va viser à accélérer la clairance virale. Et donc, on va voir que les traitements dont on a parlé sont efficaces dans cette phase, donc de façon assez précoce pour éliminer le virus. Et au moment de la phase inflammatoire, c'est plutôt des traitements anti-inflammatoires qui vont être préconisés, comme les corticoïdes, les inhibiteurs de l'IL-6, et on va voir ça rapidement. Qu'est-ce qui fait qu'un patient va passer dans cette phase pro-inflammatoire? Ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est le terrain qui définit ce passage. On sait que l'âge est un facteur de risque, les comorbidités, on en a beaucoup parlé, l'obésité et un certain nombre de maladies qu'on peut rattacher à une capacité ou non à éliminer ce virus et éliminer passer de cette phase, enfin, en rester à cette phase virale en accélérant cette clairance virale. Alors, si on rentre un peu plus dans les détails de la physiopathologie de l'infection et pour mieux comprendre à quelle étape vont agir les différents traitements d'immunothérapie dont je vous ai parlé, la première étape, c'est l'infection par le virus des cellules bronchiques, donc par l'interaction entre la protéine du spike et le récepteur ACE, qui va conduire la production de signaux de danger qui vont être captés par les cellules de l'immunité innée via les toll-like récepteurs, les TLR3 et 7. Une fois que ces cellules sont activées, elles vont capter l'antigène, le présenter aux cellules de l'immunité, aux lymphocytes T, et elles vont être capables de sécréter une première ligne de cytokines pour déclencher cette réponse immunitaire. Et cette première ligne de cytokines, ce sont les interférons de type 1 et de type 3 qui vont participer à l'élimination du virus avec une activité antivirale directe et qui vont également permettre à la réponse T de se mettre en place. Ces cellules de l'immunité innée vont être également là pour produire des cytokines de l'inflammation et pour alerter le système immunitaire. Et puis, la réponse immunitaire va permettre ensuite d'activer des lymphocytes T, notamment des lymphocytes TH1, qui, eux, vont être capables d'activer les cellules tueuses des cellules infectées, c'est-à-dire les lymphocytes T CD8, et de produire de l'interféron de type 2, c'est l'interféron gamma,
qui a la capacité lui aussi de détruire le virus, d'avoir une activité antivirale et puis d'activer tout ce système immunitaire, de potentialiser l'activité des lymphocytes en augmentant l'expression de molécules HLA et en permettant une réponse antivirale efficace. Et puis cet interféron gamma, cet interféron de type 2, a la capacité, et qui est probablement une étape cruciale dans cette maladie, et bien, une fois que le virus est éliminé, d'induire des lymphocytes T régulateurs qui vont être capables d'éteindre ces molécules de l'inflammation, ces cytokines de l'inflammation, et qu'on ne passe pas dans cette fameuse phase inflammatoire qui est à l'origine des tableaux qu'on retrouve chez les patients, des tableaux extrêmement inflammatoires et qui font toutes ces fameuses complications qu'on retrouve chez les patients hospitalisés. Et donc, cette diapositive, c'est pour mettre l'accent sur le rôle de ces interférons de type 1 et de type 2, qui sont probablement des clés extrêmement importantes de cette réponse immunitaire pour éliminer le virus et mettre en place une réponse immunitaire solide qui va permettre d'éliminer ce virus. Merci de tous éteindre vos micros. Il y a des gens qui manipulent leur ordinateur et des feuilles. Donc voilà, je voulais encore, à travers cette diapositive, insister sur la réponse interféron, et vous allez voir que des choses qui ont été importantes, des résultats qui ont été importants, ça a été de montrer ce déficit de la réponse interféron dans les formes graves de Covid. Donc l'interféron de type 1, je vous ai dit, il est capable d'induire l'apoptose des cellules infectées, de détruire le cellule, d'avoir une activité antivirale directe. Il est produit principalement par les cellules de l'immunité innée, les cellules dendritiques et les macrophages. Il est capable de stimuler les toll-like récepteurs et vraiment, c'est une molécule qui va être sécrétée tout de suite, dès le début de la réponse immunitaire, pour bloquer la prolifération du virus. Donc c'est vraiment dès les premiers jours, et dans des modèles animaux, ce qui a été montré, c'était que c'était dès J2 que cette cytokine devait être produite en quantité suffisante pour que l'animal puisse éliminer le virus. Et quand on observe des réponses retardées de cette production d'interférons de type 1, et ben c'est là que dans les modèles animaux, on retrouve des formes graves de Covid avec un virus qui n'est pas éliminé, et on retrouve des traces de virus dans le plasma persistant. Et cet interféron alpha, donc, il va participer à la mise en place de la réponse T, pour que les réponses T, dans cette deuxième phase, soient capables de produire des lymphocytes T cytotoxiques qui vont éliminer les cellules infectées et de produire de l'interféron gamma, donc qui va avoir cet avantage d'activer la réponse TH1, d'amplifier la réponse TH1 pour éliminer le virus, et comme je vous l'ai dit, dans un second temps, d'induire des lymphocytes T régulateurs qui vont permettre que les patients ne passent pas dans cette phase pro-inflammatoire du Covid. Donc, il agit vraiment, l'interféron, c'est ça l'avantage, c'est qu'il agit sur les deux phases de l'inflammation du Covid, c'est-à-dire qu'il va activer la clairance virale au moment de la première phase et ensuite induire des lymphocytes T régulateurs pour ne pas passer dans cette phase pro-inflammatoire. Alors, qu'est-ce qui a été démontré chez l'homme dans les Covid graves? Donc, ce papier, c'est un papier français qui a pu démontrer, en comparant trois formes de Covid, le schéma classique des formes ambulatoires, des formes modérées qui correspondent aux hospitalisations avec juste un support en oxygène, sans défaillance d'organes, et puis des formes plus sévères où les patients passent dans un tableau extrêmement sévère de Covid avec détresse respiratoire. Et ce qui a été observé chez ces patients, c'est d'abord une diminution d'activité des lymphocytes T. Donc, c'est vraiment au moment où on a besoin des lymphocytes T qui ne sont pas capables de s'activer, et on a des marqueurs d'épuisement de ces lymphocytes. On voit qu'ils sont plus stimulables. Ce qui a été également démontré en étudiant l'expression des gènes de ces patients, c'est que les gènes des protéines de l'inflammation étaient extrêmement stimulés, activés, alors qu'on observe une baisse de l'activation et de l'expression des gènes de l'interféron de type 1 et 2. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce papier, c'est de voir que dans le plasma de ces patients qui ont une mauvaise réponse interféron,
on a une mauvaise clairance virale et on voit que le virus persiste, donc qu'on n'est pas efficace sur la réponse antivirale et qui persiste du virus chez ces patients par ce déficit probablement en interféron qui contribue à éliminer le virus. Et donc, les patients restent bloqués dans cette phase virale et avec une inefficacité du système immunitaire. Et la seule réponse qui persiste est une réponse inflammatoire, comme vous le voyez sur l'expression des gènes chez ces patients. Alors, il y a beaucoup de papiers qui se sont intéressés aux causes de ce déficit en interféron. Pourquoi certains patients ne sont pas capables de produire de l'interféron? Et là aussi, c'est l'étude des gènes qui a permis de répondre partiellement à ces questions. Ce qui a été démontré, c'est que chez des patients qui ont fait des formes graves sans facteur de risque particulier, on retrouvait chez ces patients, sur la voie de signalisation de l'interféron, des déficits, des variants, c'est-à-dire que ces patients avait une faible capacité sur toute la ligne de production entre l'activation par le virus, enfin par l'ARN viral des toll-like récepteurs et in fine la production d'interféron de type 1. On a dans cette boîte de signalisation des déficits sur différents facteurs qui régulent cette expression, notamment sur le gène de toll-like récepteur, de l'IRF7 qui est une protéine régulatrice de l'interféron de type 1, l'IRF9 également, et on observe chez ces patients une incapacité ou une mauvaise capacité, une anomalie fonctionnelle qui est liée à un polymorphisme sur certaines protéines de cette voie de signalisation qui vont faire qu'on n'est pas tous égaux et que certains sont moins capables que d'autres de produire de l'interféron. Ensuite, toujours la même équipe parisienne a décrit chez certains patients, et notamment chez des sujets âgés, chez des hommes, l'apparition d'anticorps anti-interféron de type 1, notamment de l'interféron alpha, qui pourrait expliquer, donc là c'est une production qui est anormale d'anticorps, donc ces anticorps sont capables de neutraliser l'interféron, l'activité de l'interféron de type 1, et donc ça pourrait expliquer chez certains sujets cette mauvaise capacité à produire de l'interféron et à éliminer le virus. Et enfin, ce qui a été également démontré, c'est que sur les voies de signalisation de l'interféron, donc ça c'est la voie de signalisation classique, l'individu reconnaît le virus, enfin, le virus pénètre dans la cellule, l'ARN viral est traduit et va produire des protéines virales. Ces protéines virales vont être capables d'interagir avec la production intracellulaire d'interférons de type 1 en agissant à différents niveaux. Là, la protéine NSP16 qui était capable de bloquer l'épissage des gènes de l'interféron. Ensuite, cette protéine NSP1 est capable de bloquer la traduction de l'ARN interféron en peptide interféron, et ainsi de suite. La NSP8 et 9 a montré qu'elle était capable de bloquer les protéines de sécrétion pour éliminer, pour faire sortir l'interféron de la cellule. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a un terrain chez certains patients qui sont en raison de polymorphisme ou d'une activité auto-immune anormale qui vont bloquer leur production d'interféron. Et puis, il y a le virus en lui-même qui est capable d'agir sur différentes voies de production de l'interféron et de bloquer la production de ces patients infectés en interféron. Alors, quel est le poids des comorbidités, puisqu'on sait que, comme on l'a dit, il y a certaines comorbidités qui sont particulièrement associées au risque d'interféron. Donc nous, ça fait longtemps que notre équipe travaille sur un test fonctionnel que je vais vous décrire tout à l'heure, qui est capable de dire pour un individu sa capacité à produire de l'interféron en stimulant les cellules de l'immunité innée et les lymphocytes T. Et on a appliqué ce test à de nombreuses cohortes de patients qu'on suit, notamment des patients qui ont une insuffisance rénale, et notamment des patients en hémodialyse ou en stade terminal de leur insuffisance rénale. Et vous voyez que par rapport à des sujets sains qui vont bien, leur production d'interféron est statistiquement plus faible que les sujets sains. Et quand on a une insuffisance rénale modérée, stade 3-4, par rapport au fait d'être en stade terminal, vous voyez que la production d'interféron va s'effondrer. De même, on a appliqué ce test à une cohorte de patients porteurs d'un mélanome métastatique. Et comme vous le voyez, si on regarde par rapport à des sujets sains appariés en âge et en sexe, vous voyez que la production d'interféron est effondrée dans cette population. De même, les patients porteurs de maladies auto-immunes.
On a testé donc également ce test. Vous savez que dans les maladies auto-immunes, il y a une activation des voies de l'immunité, mais qui n'est pas la voie TH1, la voie qui produit de l'interféron, qui est la voie TH17. Et cette activation de la voie TH17 va être à l'origine d'une inhibition de cette voie TH1 et d'une faible production d'interféron par rapport à des sujets sains appariés en âge. Et puis, plus largement et plus récemment, on a testé sur une cohorte de donneurs sains de 558 sujets sains la capacité à produire de l'interféron en fonction de l'âge. Et vous voyez qu'à 30 ans, on a une très bonne capacité à produire de l'interféron lorsqu'on fait de tests. Et puis après 50 ans, cette capacité diminue. Et probablement, si on ajoute la catégorie plus de 70 ans, cette production d'interféron va également diminuer avec le temps. Et donc là, vous voyez que dans ces populations qui n'arrivent pas à produire de l'interféron, ce sont les populations qu'on a décrites à risque de faire des Covid graves. Donc voilà le test dont je vous parlais. On va stimuler notamment le Toll-like récepteur 7 qui est particulièrement impliqué dans l'activation des cellules de l'immunité innée par le Covid, et on va être capable de doser l'interféron alpha en réaction à cette stimulation, puis on va activer les lymphocytes T avec un anti-CD3 et on va regarder leur capacité à produire de l'interféron gamma. L'intérêt de ce test par rapport aux données transcriptomiques que je vous ai montrées, c'est que ce n'est pas du tout le même matériel. La transcriptomique, ça demande un plateau technique qui est extrêmement lourd et c'est des résultats qui ne sont malheureusement pas transposables en clinique, alors que ce test, ça demande 1 millilitre de sang total, une stimulation, une incubation à 37 degrés et un simple dosage ELISA que n'importe quel laboratoire en France peut réaliser. Donc, c'est des tests qui sont extrêmement simples et vous allez voir qu'ils ont potentiellement un intérêt pour cibler les patients qui ont ce déficit en interféron et qui seraient potentiellement les patients qui répondraient à ce fameux traitement à l'interféron. Alors, au cours de la première vague, on a validé ce test chez des patients hospitalisés, donc pris en charge à peu près à 7 jours du début des symptômes. Donc, ce sont déjà des patients graves puisqu'ils sont hospitalisés, qui ont déjà une détresse respiratoire. On a dosé chez eux, après cette stimulation, l'interféron de type 1 et l'interféron de type 2. Donc, l'interféron alpha produit par les cellules de l'immunité innée, vous voyez que dès que les patients sont hospitalisés, ils ont une incapacité à produire cet interféron par rapport aux sujets qui vont faire un Covid simple. Et de même, pour l'interféron gamma produit par les lymphocytes T, vous voyez, on retrouve exactement lorsqu'on a décrit dans les formes modérées à sévères un interféron effondré, alors que dans les patients ambulatoires, cette capacité à produire de l'interféron est conservée. Et puis, on a regardé chez les patients hospitalisés ceux qui vont faire des formes très graves, compliquées, par rapport à ceux qui vont avoir une hospitalisation assez simple, qui avaient juste besoin d'un support en oxygène. Et vous voyez que là aussi, on retrouve des différences dans la capacité de production d'interférons de type 1 et 2, avec des seuils qui nous permettent de dire, là, quand un patient est hospitalisé avec moins de 15 d'interféron gamma, ce patient-là, il va être beaucoup plus à risque de faire une forme grave à très grave. Et donc, peut-être que ce serait le signal pour déclencher un traitement spécifique pour ces patients. On a également fait une analyse multivariée sur ces données et vous voyez que ce soit l'IL6, qui est une cytokine de l'inflammation, ou la capacité à produire de l'interféron, ça donne des résultats indépendants dans les formes les plus graves pour caractériser ce type de patient. On a ensuite testé, pour identifier des formes peu graves, nos soignants, et on a regardé au moment où ils faisaient un Covid, leur capacité à produire de l'interféron. Rapidement, quand on a fait un appariement sur l'âge et sur le sexe entre les soignants et nos patients Covid graves, vous voyez que ce soit l'interféron de type 1 ou l'interféron de type 2 est effondré chez ces patients. Donc vraiment, l'objectif pour nous, à la conclusion de ces résultats, c'est de renforcer cette réponse interféron chez nos patients. Également, une observation qui était extrêmement intéressante, qui a été faite par les dermatologues du CHU de Nice. Ils ont mis en évidence, pendant la première vague, une épidémie de lésions cutanées à type d'engelure. C'est ce que vous voyez sur ces photos. Et pour eux, c'était très évocateur, donc autant sur le plan histologique que sur le plan clinique, d'atteintes de type interféronopathie, mimant les atteintes du lupus. Vous savez que le lupus est une maladie auto-immune, et c'est une des rares maladies auto-immunes où il n'y a pas une activation de la voie TH17, mais une activation de la voie TH1 avec une production trop importante d'interféron de type 1 et qui est à l'origine de ces lésions cutanées.
Et effectivement, donc, nos collègues dermatologues nous ont demandé de faire ces tests de stimulation pour doser l'interféron de type 1. Et comme vous voyez, les patients qui font ces fameuses engelures ont un taux qui est statistiquement plus haut que les autres patients ambulatoires sans lésion ou que les patients qui ont des Covid sévères et qui ont, eux, un effondrement. Donc, l'objectif de ces travaux, c'était vraiment de décrire le continuum entre une forme cutanée où là, on voit que l'interféron est trop important et pour ces patients, on a peu de PCR positifs, on a peu de marqueurs du virus puisqu'il y a tout de suite une élimination du virus au niveau de l'immunité innée. Et ces lésions ce trop d'interféron va être à l'origine de lésions cutanées. Les formes peu symptomatiques qu'on a observées chez nos soignants, où là, on retrouve des taux d'interféron intermédiaires, et puis les formes extrêmement sévères de nos patients, où l'interféron est effondré. Donc, dans ces stades de Covid, l'interféron le traitement interféron pourrait évidemment se situer dans cette phase précoce pour éliminer le virus. Et maintenant, si on regarde cette phase inflammatoire, qu'est-ce qu'on observe chez les patients? On observe ce fameux concept de cytokine storm dont vous avez tous probablement entendu parler, qui a été décrit depuis le début de cette crise Covid, où effectivement, on mesure une CRP élevée, ce qui est assez classique. Et puis, si on regarde dans les cytokines de l'inflammation, l'IL6 chez ces patients est également élevé par rapport à des sujets sains. Et là, ce qui est montré, c'est que ce sont les taux d'IL6 que l'on retrouve chez des patients pour lesquels il y a une indication de traitement en urgence d'anti-IL6, qui est le traitement par Carticel, qui, dans certaines formes, est capable d'induire des cytokines storm, une production extrêmement élevée d'IL6, au point que pour être un centre autorisé à faire des CAR, il faut, au moment où on injecte ces CAR à ces patients, on ait une seringue d'anti-IL6 prête à disposition pour pouvoir tout de suite traiter ces patients et bloquer la production d'IL6 pour éviter ces tableaux catastrophiques. Dans ce papier, ce qui a été démontré, et c'est ce qui m'intéressait puisque c'est les kits qu'on utilise au laboratoire d'immuno pour doser cette tempête cytokinique en routine chez les patients Covid, ce papier a pu définir des seuils d'IL6, de TNF-alpha et d'IL8 associés à un surrisque de mortalité qui, donc, au moment de la prise en charge des patients, peut prédire que si on a plus de 70 d'IL6 picogrammes par ml, ce sont des formes extrêmement graves et donc probablement il va falloir agir pour bloquer cette production d'IL6. Si on compare le niveau de production par rapport à des choses qu'on connaît comme un choc septique, vous voyez que l'IL6 va être pas beaucoup plus élevé entre un choc septique et une forme de Covid. On est plutôt même un petit peu plus bas. Donc, c'est pour ça que le concept de cytokine storm a été un petit peu revu. Finalement, c'est parce que au moment de la crise Covid, on a disposé d'outils comme le dosage de l'IL6 dont on ne disposait pas classiquement. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de cette tempête inflammatoire. Mais finalement, c'est de l'inflammation à peu près du même niveau que ce qu'on retrouve dans les sepsis sévères et les autres tableaux. Par contre, si on se compare à la grippe, alors là, dans ce papier, c'est des Covid hospitalisés qui ont été comparés à des grippes hospitalisées. Donc, vous voyez déjà que les grippes hospitalisées ont touché des sujets plus jeunes, mais sur le plan de comorbidité, les patients sont à peu près comparables et sur le plan de la présentation clinique initiale, les patients sont à peu près comparables. Et donc là, vous voyez que c'est l'expression de ces cytokines au moment d'une grippe. Donc là, c'est un niveau 1. Et vous voyez, mettons que l'IL6 va être beaucoup plus forte dans un Covid que
que dans une grippe. Et si on recherche l'interféron gamma, vous voyez que l'interféron gamma est bien plus faible dans un Covid que dans une grippe. Donc, il y aurait quand même un profil spécifique de ces Covid plus inflammatoires et avec une moins bonne réponse interféron par rapport à ce qu'on connaît plus classiquement dans la grippe. Donc maintenant, pour vous parler, pour rentrer dans le sujet de l'immunothérapie, on va donc aborder étape par étape, à chaque étape de cette physiopathologie, les médicaments qui sont l'immunothérapie qui seraient potentiellement intéressantes. Donc le premier objectif, l'objectif de la première phase de nos patients, c'est de limiter l'entrée du virus dans la cellule cible. Donc de neutraliser l'interaction entre cette protéine du spike et le récepteur ACE2. Donc le premier médicament qui a été mis en évidence dès le début de la crise, ça a été l'hydroxychloroquine, parce que l'hydroxychloroquine aurait un effet antiviral, en tout cas in vitro, serait capable, en augmentant le pH intracellulaire, de limiter la effusion membranaire et de modifier la glycosylation entre le récepteur et le spike pour limiter l'entrée du virus dans le spike. Et donc, c'est ces données in vitro qui ont donné beaucoup d'espoir sur ce traitement initialement qui, effectivement, limitait in vitro l'entrée du virus dans la cellule. Et puis, on va voir que malheureusement, sur le plan immunologique, ce n'est pas les bonnes voies qui sont stimulées par l'hydroxychloroquine, qui est également un immunomodulateur qui est utilisé, comme vous savez, dans le lupus. Donc, il y avait beaucoup d'espoir que cette molécule soit capable, dans une phase précoce, de bloquer l'interaction du virus avec la cellule cible et dans une deuxième étape, d'induire une immunomodulation et limiter l'inflammation. Et puis, vous allez voir que finalement, ça n'a pas marché. La deuxième chose qui semblait effectivement une piste extrêmement intéressante, c'est l'utilisation d'anticorps monoclonaux thérapeutiques. Donc, c'est vraiment des thérapeutiques qui sont utilisées depuis bien longtemps, où initialement on immunisait des animaux contre certaines bactéries, certains virus, puis on récupérait le sérum de ces animaux et on l'injectait aux patients pour les traiter. Et puis maintenant, on a recours à des plasmas humains, on purifie les IgG pour améliorer la tolérance et on est capable de produire du plasma issu de sujets convalescents pour traiter des patients Covid. Et il y a plusieurs objectifs dans ces traitements. Ça va être d'abord de neutraliser l'entrée du virus, c'est vraiment le mécanisme qu'on espère, que la reconnaissance des anticorps de la protéine du spike va bloquer cette interaction et puis empêcher l'entrée du virus dans la cellule. Et puis vous savez que les anticorps, ils sont capables d'activer le complément et de détruire un virus grâce au complexe d'attaque membranaire du complément. Donc, c'est aussi probablement une piste dépendante. Ça pourrait également améliorer la présentation de l'antigène aux lymphocytes T et améliorer la destruction par les lymphocytes T des cellules infectées. Et enfin, les anticorps peuvent également activer des cellules de l'immunité comme les cellules NK, les cellules naturelles tueuses, qui seraient capables d'améliorer leur reconnaissance et de détruire les cellules infectées. Donc, c'est par ces 4 mécanismes qu'on espère que le sérum, les immunoglobulines polyvalentes issues de patients convalescents pourraient traiter des patients Covid. Et donc, très tôt, il y a eu pas mal de case reports qui ont montré une amélioration, enfin, en tout cas, des choses qui pourraient potentiellement être intéressantes. Et puis, notamment chez des patients qui ont reçu des traitements type rituximab qui détruisent les lymphocytes B et qui empêchent les patients de produire des anticorps. Donc, certains patients ont eu une bonne évolution sous plasma. Et donc, une étude française a démarré. Les résultats ne sont pas encore publiés. Et puis, les Américains également se sont mis à traiter beaucoup de patients avec des plasmas convalescents, donc en sélectionnant des patients qui ont présenté un Covid et qui ont été guéris pour récupérer ces plasmas et puis les injecter à des patients qui faisaient des formes graves de Covid. Et qu'est-ce qui a pu être démontré chez ces patients traités ?
déjà que la tolérance était assez bonne de ces traitements, et puis que, effectivement, comme vous le voyez sur ces graphiques, qu'on aurait un impact sur la mortalité si l'injection se fait assez précocement, dans les 3 premiers jours, mais ce n'est pas n'importe quel plasma qui va être capable d'améliorer le pronostic de ces patients. Ce sont des plasmas qui ont une forte concentration d'IgG, et c'est ce que vous voyez ici. Quand on a une bonne concentration d'IgG, on peut potentiellement avoir un impact sur la survie à 7 jours de nos patients. Donc l'idée, c'est vraiment de donner ces traitements le plus précocement possible, puisque probablement qu'il y a un moment où on passe dans une phase qui est trop inflammatoire, et là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire à part donner des traitements anti-inflammatoires, mais précocement dans la prise en charge, dans les 3 premiers jours, donc c'est quand même compliqué à mettre en place, un fils. Et le risque qui a été également démontré, c'est qu'avec un traitement qui est partiellement spécifique, puisque là, on va considérer que c'est les IgG spécifiques du Covid du patient guéri qui vont participer à l'élimination du Covid du patient qu'on souhaite traiter, on peut avoir une sélection de souches résistantes. Et donc, c'est une des limites de ce type de traitement. Et puis, comme ce n'est pas évident de récupérer du plasma et de produire et de traiter par plasma convalescent, et qu'on a énormément progressé dans la capacité à produire des anticorps monoclonaux, notamment grâce à la technique de l'hybridome, beaucoup de boîtes ont commencé à développer des anticorps monoclonaux qui, eux, vont être spécifiques des protéines du spike pour avoir les mêmes effets que ces traitements polyclonaux sur l'élimination du virus. Donc, rapidement, la technique de l'hybridome, c'est qu'on va immortaliser des cellules B issues d'une souris pour obtenir un seul type d'anticorps. Donc, c'est pour ça qu'on a un anticorps qui est monoclonal. Et cette immortalisation se fait en fusionnant des cellules B avec des cellules myélomateuses, donc qui sont immortelles. Donc, on va immuniser un animal contre un antigène, récupérer les clones B, les fusionner avec des cellules myélomateuses et récupérer un clone immortel qui va être capable de produire la même protéine, le même anticorps monoclonal dirigé contre cette protéine. Donc, c'est vraiment très spécifique, avec les mêmes limites, on va voir, que pour la plasmathérapie. Et on est capable donc de produire des anticorps en grande quantité spécifiques de cette protéine du spike. Et puis, les techniques ont évolué, et grâce au génie génétique, on est capable de remplacer les domaines constants et les régions charpentes pour passer d'une immunoglobuline murine, qui a un fort risque d'immunisation et une moins bonne efficacité, puisqu'il y a une mauvaise interaction entre les récepteurs humains et les récepteurs de la souris. Et donc, cette humanisation de ces monoclonaux va permettre d'avoir une bien meilleure efficacité de ces traitements, et c'est ce qui fait que maintenant, ils sont extrêmement utilisés dans de nombreuses indications. Donc, rapidement, un des anticorps monoclonaux qui a été produit, donc on immunise, donc là, c'est une souris transgénique qui est capable de produire une immunoglobuline chimérique avec une chaîne lourde humaine et une chaîne légère de rat, et qu'on va progressivement humaniser. Donc, on l'immunise contre la protéine du spike. On va sélectionner le clone qui nous paraît le plus intéressant pour neutraliser l'interaction entre la protéine et le récepteur ACE2. Et c'est ce qui est montré ici sur cette interaction. Et donc, c'est comme ça qu'on sélectionne un anticorps monoclonal pour pouvoir le produire. Une autre stratégie qui a été utilisée pour le traitement, le Régénéron, donc qui est le traitement dont a bénéficié Donald Trump, qui est un cocktail de 2 anticorps monoclonaux. L'un est issu, comme je vous l'ai montré, d'une souris transgénique, et l'autre est issu de sérum convalescent. Et donc là, on a deux anticorps monoclonaux dans un même traitement qui vont agir à différents endroits de la protéine du spike pour avoir tous les effets dont on a parlé, donc l'élimination du virus par différents mécanismes. Ces anticorps, ils ont été autorisés depuis un petit moment, depuis avant Noël, par la FDA, et ils s'adressent uniquement
aux patients ambulatoires qui sont à risque de faire des formes graves. Et c'est ce qu'on va voir parce qu'il y a peu de données, il n'y a pas de données publiées pour ce traitement, mais on a des données pour un autre monoclonal qui est le banlavinimab. Donc lui, je crois que c'est issu d'une souris chimérique qui a été utilisé donc en phase 2. La phase 2, vous savez que c'est pour définir la dose efficace de traitement. Donc 3 doses ont été testées. Et l'objectif primaire était d'accélérer la clairance virale. Et c'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est à la dose, je crois, de 700 mg, de 2800 mg que la meilleure efficacité était obtenue pour accélérer la clairance virale chez les patients qui recevaient ce type de traitement. Et donc, c'est sur la base de ces travaux que vous savez que la France a également donné une ATU pour l'utilisation de ces molécules. Et la grosse déception de ces traitements, c'est que pour des patients hospitalisés, donc une fois que qu'on est déjà dans une forme grave de Covid, et bien comme vous le voyez, il n'y a aucune différence entre un traitement par ces monoclonaux, par cet anticorps monoclonal, et un traitement placebo. Donc tout l'intérêt de ces traitements, ils se positionnent en ambulatoire, et c'est en ça que l'ATU a été délivrée en France. C'est pour des patients ambulatoires donc qui ont un déficit de l'immunité qui est connu par chimiothérapie, par transplantation d'organes, par allogreffe, les fameux insuffisants rénaux qui ont moins de 30 de DFG, les patients lupiques ou qui ont une vascularite avec un traitement immunosuppresseur, la corticothérapie au long cours ou un traitement type rituximab ou tout autre immunosuppresseur. Donc ces patients-là, dès le diagnostic de Covid en ambulatoire, peuvent maintenant bénéficier de ces types de traitements, de même que les autres patients à risque de complications, donc qui ont cette liste de pathologies, donc tout ça, c'est quel que soit l'âge, et entre 70 et 80 ans, avec des comorbidités bien plus classiques, obésité, BPCO, HTA, insuffisance cardiaque, diabète et insuffisance rénale. Et enfin, tous les patients de plus de 80 ans peuvent maintenant bénéficier de ce traitement qui va se faire en hospitalisation. Donc, évidemment, comme pour les traitements polyclonaux, il y a un risque de sélection de souche encore plus important ici. Et évidemment, il faut privilégier les bithérapies, comme c'est préconisé actuellement, les cocktails, donc associer 2 anticorps pour essayer d'avoir une bien meilleure efficacité. Mais comme vous le voyez, le résultat, il y en a une amélioration. Hein, c'est évident de la clairance virale, c'est significatif, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire et surtout, c'est totalement inefficace chez les patients graves. Donc, c'est vraiment les médecins de ville et tous les médecins qui voient des patients en ambulatoire qui doivent penser à ce traitement, mais ce n'est pas du tout un traitement pour la médecine hospitalisée. Et donc là, je vous ai également mis les recommandations de la FDA qui sont à peu près les mêmes que ce qui a été préconisé en France. Alors maintenant, comme j'ai beaucoup insisté sur cette fameuse réponse interféron, l'un des enjeux évidemment des traitements et de l'immunothérapie du Covid, c'est évidemment de renforcer cette réponse interféron. Et donc nous, on a testé in vitro sur des cellules de l'immunité de patients Covid, qu'est-ce qui allait être capable comme traitement d'induire la production d'interféron gamma, et vous allez voir que peu de traitements malheureusement sont efficaces. L'hydroxychloroquine, elle effondre cette production, de même que les corticoïdes qui effondrent la production d'interféron gamma. On espérait que le nivolumab, qui est le traitement, l'immunothérapie du cancer, qui est capable d'activer les lymphocytes T qui sont inhibés par la tumeur, aurait un bénéfice, et vous voyez qu'in vitro, en tout cas, c'est pas spectaculaire. Mais par contre, quand on traite in vitro à l'interféron de type 1, on restaure la capacité des lymphocytes T à produire de l'interféron gamma. Et donc, dès qu'on a observé ce résultat, on avait envie de commencer à traiter nos patients à l'interféron alpha, d'autant plus que ce traitement à l'interféron alpha, comme vous le voyez ici,
n'induit pas d'augmentation par rapport au niveau de base à la production d'IL-6. Donc, ce n'est pas un médicament pro-inflammatoire, au contraire, comme on l'a vu, il est capable d'induire des lymphocytes T régulateurs. Donc, il n'y a pas de... même si l'interféron, on sait qu'il est assez mal toléré quand il est utilisé dans les hépatites ou dans le traitement des maladies auto-immunes, en tout cas, ce n'est pas un mécanisme pro-inflammatoire qui fait sa mauvaise tolérance, mais plutôt le fait de produire de l'interféron qui fait sa mauvaise tolérance. Alors l'interféron, ça a été utilisé dans de nombreuses études, et notamment en Chine, et cette grande étude rétrospective a repris plus de 400 cas traités à l'interféron au cours de la première vague en Chine, et notamment l'interféron de type 1 en aérosol, donc qui est beaucoup mieux toléré que quand il est prescrit en systémique. Il y a beaucoup moins d'effets secondaires, donc ça va peut-être permettre d'avoir un traitement assez large de ces patients. Et comme vous le voyez, ce qui conclut de cette étude, alors avec toutes les limites qu'on est dans une étude rétrospective, mais c'est quand ce traitement est prescrit, là encore, assez précocement, hein, dans les 5 premiers jours, il va être capable de limiter l'inflammation et d'accélérer également la clairance virale pour induire une rémission plus rapide de ces patients. Donc, qu'est-ce qu'il en est des études prospectives? Donc, il y a cette étude de phase 2 qui a été utilisée en ambulatoire chez des patients Covid donc vous voyez qu'il y avait en moyenne entre 48 ans, entre 30 et 55 ans, qui étaient pris en charge très précocement. Vous voyez, peu avaient de comorbidité, mais ce qu'on observe sur le traitement à l'interféron pégylé, donc là c'est en systémique, c'est de l'interféron lambda de type 3, qu'on a un taux de patients qui ont un ARN viral indétectable qui est bien plus important que les patients sous placebo. Et vous voyez que là, l'accélération de la clairance virale est bien plus significative qu'avec l'utilisation des monoclonaux. Enfin, l'interféron bêta a été testé donc, dans une étude de phase 2 chez des patients hospitalisés, donc un petit peu plus graves que ceux qu'on a vus précédemment, avec un peu plus de comorbidité. Donc les maladies étaient quand même un petit peu moins sévères, mais ce n'était pas à J0 qu'ils étaient traités, c'était entre J7 et J12 qu'ils ont bénéficié de ce type de traitement. Comme vous le voyez, donc il y en avait 1 sur 2 ou 3/4 des patients qui étaient dépendants de l'oxygène, donc on est déjà dans des formes assez avancées. Et ce que vous voyez, c'est que sur cette étude donc contrôlée, avec 50 patients sous interféron et 50 patients sous placebo, avec l'interféron inhalé accélère la rémission à J14 et également à J28 de ces patients hospitalisés, donc un peu plus graves que ceux qu'on a vus précédemment. Et donc, il y aurait une efficacité au moment de leur prise en charge à l'hôpital. Et donc, on en arrive à ces conclusions qu'il y a plusieurs types de profils de production de l'interféron, et c'est un peu ce qu'on a observé à l'aide de nos tests. C'est qu'il y a certains patients qui vont avoir une réponse interféron de type 1 extrêmement robuste. Ces patients-là vont avoir une faible charge virale, ils vont être capables de mettre en place une très bonne réponse T et une bonne réponse anticorps, et ça va très bien se passer chez eux. Et donc, ça, ce sont les jeunes adultes, et où les choses vont extrêmement bien évoluer parce que le système immunitaire est totalement adapté à ce type de réponse. Et puis, vous avez des patients qui vont avoir une réponse très, très lente à se mettre en place, qui va s'accompagner par une charge virale qui va être bien plus importante, une réponse T qui va être très lente à se mettre en place, la réponse anticorps, elle, est bien présente, et ces patients-là vont faire des formes sévères, vont avoir un haut niveau d'exposition au virus. Ce sont plutôt des patients âgés, et ceux-là probablement bénéficieraient d'un traitement interféron. De même, chez ces patients qui n'ont aucune capacité à produire de l'interféron, là, on voit que la réponse B est capable de se mettre en place, mais la réponse T est totalement incapable, et qu'on a une réponse
une charge virale positive chronique chez ces patients. Et ce qu'il va falloir stimuler chez eux, c'est cette réponse T et cette production d'interférons. Et c'est ce qui a été schématisé ici en proposant un traitement recombinant avec de l'interféron de type 1 précocement. On va limiter la charge virale et induire une bonne réponse T sans avoir besoin d'une réponse anticorps hyper adaptée. Et c'est ce qu'on observe chez les sujets qui font des formes modérées. Ils ont une sérologie qui n'est pas très importante, mais par contre, une réponse T qui est extrêmement adaptée. Et encore une fois, sur une réponse face à un virus, les anticorps, c'est important, ça joue, mais ce n'est pas sur les anticorps qu'il faut se focaliser, mais plutôt sur l'activation de cette réponse T. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme outil pour induire cette réponse T? On a beaucoup d'immunothérapie, mais en l'occurrence, la seule qui pour l'instant semble émerger, c'est le traitement à l'interféron de type 1. Ensuite, une fois que on est un peu passé dans ces formes extrêmement graves, il va falloir contrôler l'inflammation et notamment contrôler cette production d'IL-6, d'IL-8 et de TNF-alpha. Et donc là, qu'est-ce qu'on a comme molécules testées in vitro qui vont être efficaces? On a l'hydroxychloroquine, la méthylprédnisolone, l'adalimumab aussi a une certaine efficacité, mais très spécifique. Et donc, voilà ce qu'on a testé in vitro. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est de leur efficacité in vivo? Donc d'abord, la corticothérapie, donc, qui a l'avantage d'être vraiment une molécule extrêmement anti-inflammatoire, qui va inhiber la production de toutes ces cytokines dont on a parlé depuis le début, extrêmement inflammatoires. Alors avec un effet immunosuppresseur qui n'est pas négligeable, puisqu'il inhibe l'IL-2, il inhibe la production des molécules de classe 2, donc qui va bloquer la réponse T, mais cette réponse anti-inflammatoire est probablement extrêmement utile dans les patients, dans les tableaux graves qu'on observe. Et effectivement, la corticothérapie est pour l'instant le traitement de référence dans ces Covid très très graves, prise en charge tardivement à l'hôpital. Et c'est ce qui a été démontré sur cette étude de phase 3 qui a comparé plus de 2000 et 4000 patients par groupe et qui a permis de mettre en évidence, c'est la seule molécule qui a montré un bénéfice en termes de mortalité sur les patients Covid graves, donc c'est maintenant le traitement standard qui a montré un bénéfice en termes de mortalité chez les patients hospitalisés, et plus ils sont graves, plus vous voyez que l'écart de mortalité est important. Par contre, aucun intérêt, voire même limite néfaste, chez les patients non dépendants qui ne reçoivent pas d'oxygène. Donc, c'est un traitement qui est maintenant prescrit. Dès que le patient devient oxygénodépendant, il faut proposer une corticothérapie aux patients Covid. Donc, les études qui ont montré un bénéfice, il y en a énormément et ça fait maintenant partie du traitement standard de ces patients. Je passe là-dessus. Alors maintenant, l'hydroxychloroquine, comme je vous disais, donc c'est un très bon anti-inflammatoire. Vous voyez, ça bloque la production d'IL-6, mais ça bloque également la réponse TH1. Et comme je vous l'ai dit, c'est un médicament qui est utilisé dans le lupus. Et pourquoi c'est utilisé dans le lupus? Parce que dans le lupus, on a besoin d'un effet anti-TH1, parce que je vous ai expliqué que c'était une interféronopathie, donc il fallait bloquer cette réponse interféron pour induire une réponse TH2. Et c'est exactement l'inverse qu'on attend dans le Covid, où là, on a besoin de stimuler la réponse TH1 et de bloquer la réponse TH2, puisque l'enjeu n'est pas du tout de produire une réponse humorale, mais vraiment d'avoir une réponse cellulaire efficace. Et donc, probablement, ça peut expliquer l'échec de l'hydroxychloroquine dans le traitement, malgré des résultats qui étaient effectivement intéressants in vitro. Mais vous voyez que les courbes sont parfaitement superposables et donc que l'hydroxychloroquine n'a aucun intérêt chez les patients Covid. Une autre molécule, puisqu'on a vu que l'IL-6 était probablement était probablement une cible thérapeutique à privilégier, le tocilizumab, qui est un anti-récepteur de l'IL-6. Malheureusement, quand on analyse les études qui ont testé ce traitement, il y a autant d'études positives que d'études négatives. Et en termes de mortalité, il y a essentiellement qu'une seule étude qui a montré un bénéfice. Donc ça, c'est des études qui ont été réalisées avant
que la corticothérapie devienne un traitement standard. Et puis, récemment, une étude indienne publiée dans le Lancet a comparé le tocilizumab en plus du standard of care qui est maintenant la corticothérapie chez des patients Covid hospitalisés. Donc, c'est là aussi 91 patients dans le groupe standard of care plus TOCI versus 88 patients dans le groupe standard of care. Donc, si on prend toute la population, malheureusement, pas réellement de bénéfice chez les patients qui ont reçu en plus du tocilizumab. Il y a une petite tendance, alors il y a peut-être un manque de puissance, mais en tout cas l'objectif initial n'est pas atteint, on a un petit P à 0,25, donc ce n'est pas significatif. Mais par contre, si on analyse en sous-groupe, donc vous savez que sur le plan statistique c'est moins valable, mais c'est quand même un résultat intéressant qui mérite d'être creusé. Dans le sous-groupe des patients sévères, donc 50 patients dans le bras TOCI plus corticoïde contre 41 patients dans le bras corticoïde, vous voyez que là, il y aurait un bénéfice à ajouter du TOCI dans ces formes sévères. Et vous voyez que les courbes se séparent à ce moment-là. Donc peut-être un intérêt à ajouter, et c'est ce qui est fait évidemment en pratique courante, puisque nos collègues réanimateurs sont vite dépassés quand les patients passent chez eux, puisque la corticoïde a déjà été initiée et que le patient continue à se dégrader. Donc, c'est ce qui est fait actuellement et c'est probablement une stratégie intéressante à mettre en place. À mon sens, il faut qu'elle soit ciblée sur des arguments biologiques, notamment le dosage de l'IL-6, mais c'est probablement une association bénéfique chez des patients très, très graves atteints de Covid. Donc, pour récapituler les traitements qui sont actuellement validés dans la prise en charge de ces patients Covid. Donc, les monoclonaux, j'ai mis le banlavinimab parce que c'est le premier qui a émergé et qui a montré une augmentation de la clairance virale, mais sous réserve que ce soit fait à J0, enfin, en tout cas au tout début de la prise en charge de ces patients particulièrement à risque. On a vu que c'était un sous-groupe quand même assez rare, mais c'est des patients qui doivent être adressés à l'hôpital pour bénéficier de ce type de traitement dès le diagnostic de Covid. Les corticoïdes dont sont maintenant prescrits couramment en ambulatoire dès que les patients deviennent, je vous ai mis ici les critères pour mettre en route une corticothérapie, c'est-à-dire une oxygénothérapie qui devient à plus de 3 litres, une fréquence respiratoire à plus de 22, une CRP augmentée ou plus de 25% du parenchyme pulmonaire au scanner atteint. C'est une indication pour démarrer une corticothérapie à domicile. Et puis, en cas de dégradation, là, les résultats les choses qui sont démontrées, c'est la dexaméthasone, seul traitement qui augmente la survie. Je vous ai mis également plus ou moins le TOCI, puisqu'il y a cette étude qui semble assez intéressante dans les formes très sévères d'une bithérapie. Et malheureusement, l'inefficacité à ce stade des monoclonaux, qui est totalement démontrée dans ces traitements. Je vous ai mis en bleu les études qui donnent un petit peu d'espoir. Donc, notamment l'interféron en systémique en phase 2 qui a montré, comme vous voyez sur ce schéma, une belle clairance virale, une augmentation de la clairance virale en ambulatoire. Également l'interféron bêta inhalé chez des formes hospitalisées de Covid, où on voit qu'on a une accélération. Donc, évidemment, il y a beaucoup de phases 3 qui ont démarré, notamment une phase 3 en Angleterre sur l'interféron bêta inhalé. Et puis, en France, le C-Coverage va évaluer l'interféron bêta en intranasal en phase 3 chez des patients ambulatoires avec une PCR positive qui ont 50 ans avec des facteurs de risque ou qui ont plus de 60 ans. Donc, l'objectif de cette étude Coverage, ça va être de démontrer une réduction des patients hospitalisés, parce que l'enjeu actuellement, c'est vraiment de décharger les hôpitaux, donc de prendre en charge les patients extrêmement tôt pour pouvoir accélérer cette clairance virale, éviter qu'ils passent dans cette phase inflammatoire et que les patients soient hospitalisés. Et on est très heureux à Nice parce que le ministère de la Santé nous a demandé d'associer dans cette étude Coverage notre fameux test qui mesure la capacité d'interféron. Parce que l'objectif, ce serait qu'on arrive à démontrer que
ceux qui ont un interféron effondré mesuré grâce à notre test sont ceux qui bénéficieraient prioritairement de ce traitement interféron et qu'ensuite on puisse guider ce traitement interféron à des marqueurs objectifs comme ce test, le quantiféron monitor, qui, comme j'ai insisté, est un test qui est faisable par n'importe quel laboratoire de ville. Et donc, ce serait un argument de plus pour cibler les patients qui bénéficieraient d'interférons, puisque vous savez que probablement beaucoup de nos échecs pour montrer une efficacité chez ces patients, c'est qu'on est encore dans une médecine où on propose des protocoles le même protocole de traitement à tous les mêmes patients et que les patients sont finalement probablement très différents. Certains vont avoir un déficit en interféron et c'est ces patients-là qui bénéficieront probablement de l'interféron bêta inhalé. D'autres vont avoir un déficit de la réponse anticorps. On l'a vu chez les patients sous rituximab qui vont faire des formes plus graves. Ceux-là, il faudra probablement renforcer la réponse anticorps et probablement la réponse interféron. C'est peut-être pas l'objectif, ou en tout cas avoir une stratégie ciblée en fonction des profils de nos patients. Et c'est vraiment un des enjeux de cette crise Covid, je pense. Plutôt que de faire des protocoles avec 2 bras à 3000 patients, aller vers une médecine plus précise pour cibler les indications de traitement. Voilà, donc pour conclure, peu d'avancées dans le traitement malgré quand même de grandes améliorations dans les connaissances physiologiques. Donc la corticothérapie plus l'amélioration des techniques de ventilation nous ont permis quand même de baisser notre taux de mortalité entre la première, la deuxième et la troisième vague. Et donc, c'est quand même extrêmement rassurant et une source d'espoir dans la prise en charge de ces patients. On espère que l'interféron sera également un nouvel outil, un nouveau traitement pour ces patients, ciblés ou pas en fonction des tests qu'on va pouvoir mettre en place. Et puis, en fait, la meilleure immunothérapie du Covid, elle reste évidemment préventive, puisque dans toutes les courbes de survie que je vous ai montrées, les plus belles courbes sont largement celles de la vaccination, où on a vraiment des taux d'efficacité qui sont incomparables à ce qu'on a connu jusque-là dans la vaccination et même en termes d'immunothérapie du Covid, aucune des courbes n'a été aussi belle que cette courbe de survie des vaccins ARN. Et donc, c'est quand même une source d'espoir d'être arrivé en 1 an à produire des vaccins aussi efficaces et qui sont évidemment la solution pour sortir de cette crise. Voilà, j'ai terminé pour cet exposé. Je vous remercie pour votre attention et je m'excuse encore d'avoir eu tous ces problèmes de connexion. Merci Barbara. Vraiment une présentation passionnante et qui nous apprend beaucoup sur les avancées des traitements immunos et en particulier des équipes niçoises.